La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Nous pouvons crier victoire. Le Bénin est sacré, le plus grand pays exportateur de coton d'Afrique. Malgré une production légèrement en baisse par rapport à celle de 2020, estimée à 765 000 tonnes. Il reste à tenir le plus longtemps possible le haut du pavé. L'histoire du coton chemine avec l'histoire de notre pays. On peut y lire, d'hier à aujourd'hui, les diverses phases d'évolution du Bénin. On peut y saisir, de la nuit coloniale à l'ère du soleil des indépendances, nos diverses options en matière de gouvernance. Découvrons, comme en un cours du soir, quelques notions clés liées à la culture du coton au Bénin. Ce fut le colonisateur français qui fit développer à grande échelle la culture du coton dans la partie septentrionale de notre pays. Ceci dans le cadre d'un système de monoculture. Voilà la toute première notion à retenir. La monoculture, selon Wikipédia, c'est la culture d'une seule espèce de plante sur une même parcelle au cours des années successives. La monoculture appelle une seconde notion, celle de l'exclusif colonial ou du pacte colonial. Il s'agit, pour la puissance coloniale, de maintenir un monopole commercial avec ses colonies. Le territoire dépendant, alors le Dahomey, était contraint de vendre la totalité de ses productions de matières premières au pays auquel il est soumis, en l'occurrence la France. La notion de pacte colonial appelle une troisième notion, celle de l'échange inégal. Cette notion concentre et condense tous les vices du commerce international. C'est tout comme le lion qui bouffe la biche sans pitié, sans état d'âme. Voilà qui illustre, dans toute sa brutalité, dans toute sa férocité, la soi-disant loi du plus fort. En clair, il s'agit d'une inégalité flagrante dans les termes de l'échange entre la métropole et sa colonie. Le coton produit par cette dernière est estimé peu cher. Il est exporté sous sa forme brute vers la métropole. D'un côté, de pauvres paysans qui suent sang et eau pour produire un coton qui ne peut suffire à nourrir son homme de cotonculteur. De l'autre côté, le colonisateur qui se donne de bonnes raisons pour ôter d'aise avec un coton surévalué après transformation dans des usines installées sur ces terres. Il en tire bien évidemment un gros profit. Un profit suffisamment gros pour justifier sa mission civilisatrice. Voilà comment les colonies sont essorées, étranglées, vidées de leur substance. Peut-il en être autrement quand on sait que le prix d'achat du coton n'est pas fixé par celui qui le produit? Cette tâche revient à celui qui l'achète. Il est libre de toute contrainte pour imposer des prix d'achat qui l'arrangent. Des prix d'achat qui sont fixés loin des terres de production du coton, mais plutôt dans des institutions spécialisées entièrement contrôlées par qui l'on sait. D'où la quatrième notion à retenir, celle de bourse des matières premières. Ce sont en ces temples païens qu'on décide du sort du cotonculteur africain. On lui concède, en effet, juste ce qu'il faut pour entretenir sa force de travail. Il ne faut surtout pas tuer la poule aux œufs d'or. Avec ce coton qui ne cesse d'appauvrir ceux qui le produisent,
il ne reste plus qu'à s'en remettre au maître du jeu. La colonie a grand besoin de ses subsides. Le budget de l'État doit être bouclé. Les salaires doivent être assurés. Les plaies purulentes de la misère doivent être pansées. Alors, autant aller s'humilier un peu pour obtenir des subventions d'équilibre. C'est la 5e et dernière notion à retenir. Il s'agit, par subvention d'équilibre, de combler un déficit comptable d'une activité non rentable, comme si on avait affaire au tonneau des Danaïdes. Il s'agit, selon la mythologie grecque, d'un tonneau qui jamais ne se remplit. Pauvreté, quand tu nous tiens. Merci pour l'attention. C'était la chronique du jour.